Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié à la fertilisation des cultures et au fonctionnement des sols. En attendant que tout le monde se connecte ou rejoigne, je voulais déjà vous remercier à tous d'être encore assez nombreux aujourd'hui. Je vais vous rappeler le programme de ce webinaire. Je vais faire une présentation rapide de la société Vertal. Ensuite, Mathieu, qu'on voit à l'écran, va vous présenter donc, la partie technique du fonctionnement du sol. Ensuite, nous aurons un témoignage d'un client agriculteur, Bernard. Je remercie d'être présent avec nous aujourd'hui. Et ensuite, pour finir, nous aurons une session de questions-réponses, 15 minutes, dédiée donc, pour vous répondre à toutes vos interrogations. Je vois qu'il est maintenant 14h01, on va bientôt démarrer. Je vois encore qui se connecte. Bienvenue à Yannick et Arnaud qui nous rejoignent. Je vous rappelle que le webinaire sera accessible à partir de demain sur notre chaîne de YouTube et vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux, sur Facebook, Instagram et bien sûr sur le site web. Mathieu, tu vas pouvoir lancer la présentation s'il te plaît? Je vais pouvoir comme ça vous présenter qui on est pour ceux qui ne connaissent pas encore. Voilà, c'est en train de charger. Hop. Hop, je pense que tout le monde voit. Ok, merci Mathieu. Donc, Vertal, on est une PME vendéenne qui conçoit et fabrique et commercialise des produits naturels et performants via son réseau de distributeurs partenaires. Donc, une PME qui existe depuis maintenant plus de 20 ans. Et donc, tous nos produits sont fabriqués et conçus en France. Mathieu, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et donc, Vertal, aujourd'hui, c'est une gamme, c'est 4 gammes de produits. Des produits pour les effluents, des produits pour les animaux, des produits pour les cultures, et bien sûr, des produits pour les sols, d'où le webinaire aujourd'hui. Et je vais passer la main à Mathieu, qui va vous en dire un peu plus sur le fonctionnement des sols. Hop, Mathieu, je te laisse la main. Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous. On va donc passer une petite heure ensemble pour aborder un thème hyper important qui va traiter du sol et surtout du fonctionnement du sol pour apporter bien des réponses à une situation que l'on vit là clairement actuellement, mais qui nécessite aujourd'hui de maintenir, de trouver en fait les solutions permettant de maintenir la productivité agricole avec une méthode que l'on va devoir tous petit à petit modifier pour répondre aux enjeux qui se présentent à nous. D'où la notion d'activateur de sol. L'important, c'est de vous donner des éléments les plus simples possibles pour que ça soit très clair pour vous sur ce qu'est un activateur de sol, à quoi ça sert, sur quelles problématiques les positionner et à l'inverse sur lesquelles ne pas les positionner, et vous montrer très concrètement dans quelle mesure Vertal a une offre adaptée là-dessus. Ceci est la partie que je vous invite vraiment à suivre de façon très studieuse, je peux le dire comme ça, c'est plutôt les témoignages que vous êtes apportés plutôt à la fin de ce webinaire et permettre de vous rassurer sur la facilité d'emploi, leur efficacité et surtout quoi regarder pour se convaincre du bienfait apporté par les activateurs de sol. Alors, on va démarrer par un constat qui est le suivant. Aujourd'hui, sur le terrain, l'objectif que vous avez en tant qu'agriculteur, c'est, via les parcelles que vous avez, de permettre l'expression du potentiel de ces parcelles-là. Effectivement, la notion est de pouvoir permettre cette productivité à hauteur du potentiel du sol, avec une notion de rentabilité. Alors, effectivement, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, nous avions tout simplement un pays qui était détruit. Il a fallu atteindre le plus rapidement possible l'autosuffisance alimentaire, chose pour laquelle le milieu agricole a été tout simplement au rendez-vous et qui a pu bénéficier d'un certain nombre d'améliorations, que ce soit la sélection variétale, que ce soit également le recours à des produits, notamment engrais minéraux,
progressivement ensuite avec la mise à disposition de produits phytosanitaires tels que les herbicides, les insecticides, les fongicides. Et sincèrement, aujourd'hui, on peut au moins se féliciter d'une chose, c'est que la productivité agricole a significativement augmenté pour atteindre cette autosuffisance alimentaire. Sauf que les choses sont en train de changer. Alors, ça ne date pas d'il y a 2 mois, ça date progressivement d'un certain nombre d'années, où la notion d'expression du potentiel de vos parcelles reste pleinement d'actualité, avec cette notion de rentabilité, sur laquelle on s'interroge de façon relativement importante, notamment de par la fluctuation des marchés agricoles, où en fait on ne maîtrise pas forcément grand-chose, puis maintenant aujourd'hui des intrants nécessaires pour faire cette productivité. Avec une autre question qui va clairement concerner tout le monde, mais notamment les jeunes générations qui arrivent dans le milieu agricole, avec la notion de durabilité de pratique. Et ça, on n'y échappera pas. Alors justement, quand je parle de durabilité, pourquoi je pose clairement le mot sur la table, c'est que clairement, la caisse à outils que l'on avait il y a 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, 10 ans, et maintenant, elle a clairement évolué de façon significative. Malheureusement, elle est de plus en plus légère, accélérée par la suppression importante de matières actives que l'on pouvait avoir pour désherber, pour les fongicides ou les insecticides. Et malheureusement, le nombre de nouvelles matières actives arrivant se compte sur les doigts d'une main, malheureusement. Accompagnant également l'apparition de plus en plus nombreuses d'impasses techniques, accélérées en plus par des dysfonctionnements de plus en plus importants sur le volet du sol. Clairement, pour aller dans un grand nombre d'endroits en France aujourd'hui, la compaction des sols ne se résume pas à la Vendée ou au Pays de Loire, mais concerne beaucoup de régions en France. La notion de stress hydrique également, et je vais notamment évoquer la partie plutôt sud du pays, où clairement elle est très très fortement marquée. Et ce que l'on se rend compte, c'est que dès que l'on arrive sur le centre Val-de-Loire, puis les Pays de Loire, et que l'on passe la Loire, ce stress hydrique est relativement présent. Et chose un peu nouvelle, c'est des cours des intrants et notamment des engrais azotés, phosphorés, potassiques, qui aujourd'hui clairement ont relativement été fluctuants en termes de prix, mais chose que pour ma part je n'ai jamais vécue, on commence à parler de difficultés d'approvisionnement. Et forcément avec le contexte géopolitique actuel, également des notions de relocalisation de production. Là où le tournesol était massivement en dehors du pays, aujourd'hui, cette question de se dire il y a certaines productions qu'il faut que l'on refasse de façon un peu plus importante en France. Bref, tout est en train de bouger de façon relativement rapide et surtout, il y a une chose que je veux passer comme message aujourd'hui, c'est que le mode de production d'après-guerre, il est clairement remis en cause. Quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de vous dire vous prenez tout ce que vous faisiez et vous le mettez à la poubelle. Ce n'est pas du tout le propos. C'est juste que la manière de réaliser cette productivité va continuer, et je dis bien continuer d'évoluer. Parce qu'il va falloir continuer à produire et pour ça, il va falloir trouver des solutions. Alors clairement, il est assez facile aujourd'hui pour nous d'intervenir auprès de vous, agriculteurs, aujourd'hui, puisque 20 ans a tout simplement démarré cette démarche-là il y a quasiment maintenant 20 ans. Ce qui nous donne le droit de pouvoir attester, d'où les témoignages en fin de webinaire, pour dire oui, il y a des solutions possibles et en plus, on est capable d'attester de leur efficacité aujourd'hui sur le terrain, puisqu'il n'y a pas de rentabilité sans efficacité. Et il y a une deuxième chose qui est un peu perturbante, en tout cas, je vous fais part de mon ressenti, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est perturbant, c'est que le logiciel que l'on a là-haut, il faut un petit peu faire un reset sur certains points, puisque nous avons des problématiques que nous ne pourrons pas régler en conservant la manière de réfléchir ou de penser les choses telles que ce qui a permis de créer le problème. Donc un problème créé ne peut pas être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé. C'est pas clairement de Mathieu Limousin cette citation. Elle est d'Albert Einstein et là-dessus on peut lui faire confiance pour avoir réfléchi cette citation-là. Et clairement, j'aurais aimé qu'à l'école, ou alors c'est moi qui n'ai pas forcément suivi suffisamment attentivement les cours, mais l'agronomie, on en parle beaucoup, et clairement aujourd'hui, il va falloir remettre encore plus d'agronomie dans nos manières d'appréhender les choses, notamment les systèmes de production, les exploitations agricoles. Il va falloir clairement qu'on en remette plus. Et aujourd'hui, qui dit productivité, dit plante, mais la plante, pour permettre sa productivité, doit être capable
eh bien, de satisfaire pleinement ses besoins. Juste un petit point, on parle beaucoup des éléments minéraux, on parle de l'azote, on parle du phosphore, on parle de la potasse, du calcium, du magnésium, du soufre. Oui, la plante en a besoin et c'est important qu'elle puisse facilement satisfaire ses besoins et c'est notamment par le biais de ses racines qu'elle doit être capable d'aller le chercher dans le sol, on va en reparler. Mais la plante, elle a aussi énormément besoin d'énergie lumineuse et d'eau. Je vous rappelle juste qu'avant les pluies là, de ce week-end, on était un petit peu en train de se demander comment ça allait pouvoir continuer, notamment pour les levées de culture de printemps. Et clairement, ce soleil est nécessaire pour la photosynthèse et la photosynthèse a également besoin d'eau pour pouvoir pleinement se faire. Donc la plante, elle a besoin d'un ensemble d'éléments. C'est un peu comme lorsque l'on dit à nos enfants, à la cantine, il faut savoir manger de tout. Eh bien, la plante a exactement le même fonctionnement et les mêmes besoins. Elle a besoin d'éléments comme le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote qu'elle va pouvoir naturellement trouver dans l'air. Là-dessus, les légumineuses sont plutôt très bien positionnées là-dessus, mais également tout un tas de macro et d'oligo-éléments. Donc, satisfaire la productivité d'une culture, c'est satisfaire ses besoins sur l'ensemble de ses besoins. Et clairement, si on veut réussir ensemble ce défi-là, c'est pas en restant avec le sol d'un côté et la plante de l'autre. Ça, clairement, s'il y a un enseignement à tirer de ces 60-70 dernières années, c'est clairement non pas de les séparer, mais de les mettre ensemble. Il n'y aura pas de sol fertile sans plante et il n'y aura pas de plante saine sans sol optimal. Donc c'est clairement cette clé, une plante saine pour un sol sain et un sol sain pour une plante saine. Si je vous demande de retenir une chose de ce webinaire, c'est cette chose-là. Quand on parle de oui, mais il va falloir faire avec moins de produits phytosanitaires et ainsi de suite, une partie de la solution est là-dedans. Donc, non pas deux maillons, mais un seul maillon qui constitue le maillon central de toute exploitation agricole, qu'on soit sur des exploitations plutôt type céréalière ou de type polyculture élevage. Et forcément que quand on parle du sol, je vous propose juste que l'on se mette d'accord sur qu'est-ce que l'on entend par le sol. Le sol, ce n'est pas que la fraction minérale du sol, les sables, les limons, les argiles. C'est cette fraction minérale et la fraction organique. On va juste parler un peu de la fraction organique. Elle est fondamentale, elle est indispensable. Le problème, c'est que trop souvent, quels que soient les endroits où on se trouve en France, malheureusement, cette fraction organique diminue. Aujourd'hui, globalement, un sol, c'est 45% de fraction minérale et 5% de matière organique. Je vous invite à regarder rapidement vos analyses de sol. Et vous allez voir, pour un certain nombre, vous allez avoir des résultats entre 1,5, 2, 2,5, 3, en fonction des systèmes et de votre localisation. Mais un sol, c'est surtout beaucoup d'espace vide qui va être occupé par l'air et par l'eau. Quand il y a trop d'eau et pas d'air, ça ne fonctionne pas. Quand il n'y a que de l'air et pas d'eau, ça ne fonctionne pas non plus. Un sol doit être poreux. Et ça, c'est fondamental, on va en reparler. Et cette porosité, elle doit être entretenue par toute la fraction vivante du sol. Oui, le sol est un écosystème vivant. C'est peut-être notamment ce qui nous manque trop souvent, c'est que ce sol-là doit être vivant avec des éléments qui se voient à l'œil nu, des insectes, des vers de terre notamment, mais aussi des choses qui ne se voient pas à l'œil nu. Il faut utiliser du microscope. Alors, je vous rassure, il y en a énormément, notamment au travers des bactéries et des champignons. Sauf que si vous voulez qu'ils soient nombreux et actifs, il leur faut de la matière organique. Et cette matière organique, c'est elle qui va notamment nous aider à maintenir les 3 niveaux de fertilité d'un sol, qui sont le volet physique, cette stabilité structurale, le volet chimique avec ce réservoir d'éléments et l'activité biologique nécessaire pour maintenir cette porosité et la réorganisation des éléments minéraux qui auraient des fois tendance à descendre plutôt en profondeur pour les remonter en surface. C'est notamment le rôle des vers de terre. Sauf que si vous voulez arriver à le maintenir, il y a juste une chose qu'il va falloir qu'on fasse mieux à l'avenir. Alors, je sais que certains ont déjà avancé là-dessus, sont déjà bien en marche là-dessus. Il va falloir apprendre à restituer bien plus qu'on le fait. Alors, évidemment, dans un système polyculture élevage, il y a cet apport régulier des fluents d'élevage qui sont une véritable mine d'or. Ça, là-dessus, je pense que beaucoup d'éleveurs ont cette prise de conscience de dire, mais mon fumier, c'est pas que du fumier, c'est un véritable engrais, je dirais, de tout point de vue.
Sauf que dès qu'on est plutôt dans des systèmes plutôt de grande culture, il va falloir apprendre à restituer les résidus de culture. Après, certes, il va falloir qu'ils se décomposent vite. Ça, c'est un deuxième sujet qu'on va voir après. Et s'apprendre à faire des couverts végétaux de plus en plus techniques, c'est-à-dire que ça ne se fait pas qu'avec de la moutarde, ça se fait avec des mélanges de couverts beaucoup plus évolués, avec des graminées, des légumineuses, des crucifères. Voilà un petit peu les outils que vous avez. Mais il va falloir restituer pour, eh bien, tout simplement augmenter le garde-manger dont cette vie du sol a besoin pour être active. Je vais déjà vous lâcher un scoop, mais un activateur de sol positionné sur un sol où on ne restitue rien, malheureusement, vous allez voir que le niveau de résultat obtenu va être beaucoup moins important et durable que sur des parcelles où vous allez avoir pris cette bonne habitude de restituer intelligemment en lien avec les impératifs de votre exploitation. Et la deuxième chose, ça va être de jouer avec la photosynthèse de la plante. Ça, l'avantage, c'est que tout le monde y a accès. Les plantes ont cette capacité à faire de la photosynthèse. Le problème, c'est qu'elles le font à un niveau inférieur à 100%. C'est comme si vous aviez des panneaux solaires sur le toit de la maison ou des bâtiments, eh bien, vous n'accepteriez pas qu'ils ne soient pas au maximum de leur rendement. Eh bien, les plantes, c'est exactement pareil. Il va falloir qu'on les aide, qu'on les accompagne à faire le maximum de photosynthèse. Et notamment parce que si elles font beaucoup de photosynthèse, elles vont pouvoir produire beaucoup, mais aussi envoyer plein d'exudats racinaires dans le sol qui vont nourrir, eh bien, notamment les bactéries et les champignons dont vous avez tant besoin. Voilà ce que je voulais déjà dire sur cette fraction organique qui est fondamentale. Et ça, dans des analyses de terre, malheureusement, on n'en voit qu'une petite partie. C'est vraiment un volet dont les mois et années prochaines, il va falloir que l'on regarde de façon plus précise. Aujourd'hui, je voulais surtout vous parler d'une fraction plutôt en lien avec le volet chimique, la fertilité chimique des sols, qui va être clairement aujourd'hui, on ne sait pas trop, on se dit mince, le phosphore, la potasse, le calcium, le magnésium, ça coûte de plus en plus cher, c'est moins disponible qu'avant. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en rapporter, parce qu'un éleveur, par ses effluents d'élevage, en rapporte. Forcément que quelqu'un qui fait de la grande culture peut se poser cette question-là. Je veux juste que c'est bien de vouloir acheter des choses à l'extérieur. Il y a juste une question à se poser avant, c'est de se dire, mais est-ce qu'en fait, aujourd'hui, est-ce qu'il m'en manque ou est-ce qu'il m'en manque pas? Et avant d'aller tout de suite sur la fraction disponible, je veux juste remettre les choses un peu en perspective. C'est que dans un sol, en fait, il y a les analyses de terre classiques que nous faisons, ou qui ont été faites de façon assez importante. On regarde tout le temps la fraction disponible. C'est comme à l'image d'un iceberg, la partie visible. Il faut juste savoir qu'en dessous, il y a une fraction immergée que l'on ne voit pas, hormis si on met la tête sous l'eau. Et cette fraction immergée plus la fraction visible va conditionner la fraction totale. C'est ce point-là qui est fondamental, c'est-à-dire que dans les analyses de sol qui sont conventionnellement ou couramment faites, malheureusement, cette fraction immergée ou cette fraction totale est très, très, très rarement regardée. Et c'est hyper important parce que ce que ne fera pas un activateur de sol, on en parlera tout à l'heure, un activateur de sol tel que le Vertalsol ne crée pas du phosphore, ne crée pas de la potasse, ne crée pas du calcium ou du magnésium ou du soufre. Donc il y a un moment où il en faut dans les sols. Et si effectivement le frigo est vraiment très vide, et fraction totale comprise, là il va falloir savoir en ramener. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des analyses qui sont possibles auprès de certains labos bien spécifiques. Je pense notamment au Celesta Lab près de Montpellier. Je pense également à des labos qui peuvent être basés au Royaume-Uni ou aux États-Unis qui proposent eh bien, justement cette notion disponible et cette fraction totale. Et c'est vraiment ces deux fractions que je vous invite à regarder. Là-dessus, je vous invite à revenir vers eh bien, notamment les animateurs sur votre région ou les distributeurs avec qui nous travaillons. C'est un point fondamental que l'on ne cesse de mettre en avant. La fraction disponible est une chose, c'est-à-dire ce qui est disponible tout de suite maintenant, mais elle doit être impérativement mise en regard avec la fraction totale. Sans quoi on peut faire en fait clairement un petit peu des erreurs. C'est-à-dire que c'est pas parce que la fraction disponible est un peu légère à nos yeux, un peu faible à nos yeux, si la fraction totale est importante, c'est pas l'élément qu'il faut rapporter, c'est surtout sa disponibilité qu'il va falloir augmenter. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est en fait augmenter la disponibilité des éléments minéraux. S'il n'est pas présent, vous m'avez compris, ce n'est pas possible. Par contre, s'il est présent, comment faisons-nous?
Il y a un premier point qui est important, c'est l'équilibre des éléments. Rapporter un élément en quantité encore plus importante, des fois, est la première erreur à ne pas faire. Certains, en fonction des secteurs géographiques sur lesquels vous êtes, vous connaissez par exemple l'antagonisme entre calcium et magnésium, calcium et phosphore. Si j'ai déjà un fort excès de calcium, si je continue à rapporter du calcium, je vais encore accentuer la carence en phosphore. Et en fait, ce n'est pas le phosphore le problème, c'est l'excès de calcium. Vous avez la même chose entre magnésie et potasse. Ça, les éleveurs souvent sont assez sensibilisés là-dessus, avec des fumiers de bovins très chargés en potassium. Des fois, on dit, mince, la photosynthèse ne tourne pas au niveau, c'est qu'il me manque du magnésium. Non, en fait, c'est pas qu'il manque du magnésium, c'est que il y a beaucoup de potassium par rapport au magnésium présent. Donc ça, c'est pas Vertal qui l'a inventé, cette notion d'équilibre entre les éléments minéraux, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Mulder. Vous ouvrez Google, vous tapez diagramme de Mulder, vous le retrouvez. Et donc, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que la valeur absolue d'un élément minéral dans le sol, c'est une chose. Je vous invite surtout à regarder, notamment plutôt, non pas la valeur absolue, mais les ratios. Et je vous en donne déjà deux à regarder. C'est le ratio calcium sur magnésium, qui doit être compris globalement entre 5 et 7 pour 1, et le ratio magnésie sur potasse, qui doit être compris donc entre 1 de magnésium pour 1 de potassium, en dehors de cultures très exigeantes, comme par exemple la pomme de terre ou la betterave. Donc, retenez valeur absolue. Malheureusement, je vous invite de plus en plus à passer sur cette notion de ratio. Vous allez gagner en termes d'efficacité de lecture. La deuxième chose, c'est que si on veut parler de disponibilité des éléments minéraux, oui, on va parler pH. Je sais que ça va en rassurer beaucoup. Le pH, tout ce que vous savez sur le pH, vous me le gardez. C'est indispensable. J'ai juste, pour révéler un deuxième scoop, c'est qu'il n'y a pas que le pH dans la vie. Le pH est important. Mais le pH plus un deuxième élément va permettre vraiment d'avancer sur la disponibilité. Donc le pH, voilà, juste histoire de se recaler là-dessus, c'est une quantité d'éléments H+ dans le sol. Plus il y en a, plus le pH est acide, moins il y en a, plus il est basique. Sincèrement, c'est fortement lié à une nature de roche-mère et surtout à des pratiques culturales. C'est-à-dire que rapporter des quantités de chaux à tour de bras, ce n'est pas forcément toujours le mieux à faire. Forcément que le pH aujourd'hui optimal de la rhizosphère doit être compris entre 6 et 7, et ce qui va permettre d'assurer une disponibilité globalement optimale pour l'ensemble des éléments minéraux. Et vouloir des pH plutôt à 6,5-8, vous allez voir que ça ne fonctionne pas beaucoup mieux qu'à 5,5-7. Donc le pH est important, mais on pourra voir dans une autre vidéo webinaire tous les facteurs qui influencent le pH du sol. Et là, je veux plutôt m'attarder sur une autre notion, peut-être beaucoup plus nouvelle pour certains d'entre vous, qui est la notion de potentiel redox. Alors pourquoi je veux vous parler de ça? J'aurais aimé apprendre ça à l'école. Alors, on va dire qu'ils ont dû parler de ça quand j'étais pas attentif. C'est qu'en fait, la forme d'un élément, la plante, elle assimile pas du magnésium sous différentes formes. Elle assimile du magnésium sous forme de Mg2+. Elle assimile de l'azote sous forme de NO3- ou de NH4+. Bref, pour chaque élément, la racine de la plante, elle est capable d'assimiler l'élément sous une forme bien spécifique. Retenez ça. Et la deuxième chose, c'est que dans un sol, l'élément, il peut être présent. Je vais prendre l'exemple du manganèse parce qu'on voit beaucoup de phénomènes de carence induite, pas vraie, mais induite sur le terrain, ou dès qu'on est sur des sols gaufrés, très aérés, peu riches en matière organique, très riches en matière organique, des sols peu appuyés, en fait, on a des phénomènes de carence où la plante, elle dit, moi, j'ai pas assez de manganèse, alors qu'il y en a 10 fois plus qu'il faudrait dans les sols. En fait, quand on a cette notion de pH et de redox, on comprend un certain nombre de choses. Alors, je vais y revenir, juste pour qu'on se mette d'accord, parce que le potentiel redox, tout le monde n'est peut-être pas forcément au fait là-dessus. On va faire simple. En fait, le potentiel redox, c'est lié à une notion d'oxydoréduction. Alors, l'oxydoréduction, en termes simples, on en a tous été le témoin. Par exemple, si je prends l'exemple du fer, je prends une barre de fer, je la trempe dans l'eau, je la retire de mon seau d'eau et je la laisse à l'air libre, elle va être sous forme orangeâtre, telle que vous le voyez matérialisée ici, et on appelle ça en bon français de la rouille. C'est tout simplement que le fer, en réagissant avec l'oxygène, a formé du fer sous une forme bien spécifique que l'on appelle la rouille.
À l'inverse de ce même fer présent dans les sols, en sortie d'hiver quand il a bien plu l'hiver, quand j'ai non pas beaucoup d'oxygène mais beaucoup d'eau, eh bien ce fer il n'est plus orange, il passe sous forme bleutée. Et là c'est tout simplement, on a toujours du fer dans les deux cas, mais la forme de l'élément a changé. Eh bien c'est ce qu'on appelle des notions d'oxydoréduction. Bref, et ça c'est régi, eh bien tout simplement par une notion de quantité d'électrons. Pour vous, je vais vous demander de barrer le mot électron et de mettre antioxydant. Ça, en nutrition humaine, à la télé, on nous en parle apparemment pour rester beau, jeune, svelte, bien comme il faut, bien en forme, il faut manger des antioxydants matin, midi et soir. Eh bien, il y a une notion d'électron derrière. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que dans un sol, ça se mesure, sur une plante, ça se mesure, sur vous, ça se mesure. Et c'est ce qu'on appelle le fameux potentiel redox. Ça se mesure en millivolts. Et plus un milieu va être chargé en électrons, et plus le niveau d'oxydation va être bas. Ce que l'on va rechercher. Et donc, autant je vous aurais parlé il y a 5 à 10 ans, les outils de mesure n'étaient pas nombreux. L'avantage aujourd'hui du développement de la technologie, c'est que ça va être de plus en plus facile de pouvoir rapidement et précisément et efficacement mesurer tout ça. Et dans un sol, eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, le pH fluctue au cours de l'année, mais alors le potentiel redox, c'est pas il fluctue, c'est il fluctue triplement. Dès qu'il y a beaucoup d'eau, ça baisse très fortement. Dès qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et beaucoup d'air, ça monte très très haut. Et un sol qui fonctionne bien, eh bien, il doit avoir un pH de 6,5-7 et un redox de 400 millivolts. Alors, plus il y a de la matière organique et plus il y a de l'activité biologique, plus le sol est capable de maîtriser ça. Moins il y en a, plus c'est la cata. Et malheureusement, en France, qu'est-ce qu'on voit? Plutôt être dans la situation du haut que dans la situation du bas. Et je vous ai donné les explications parce que le taux de matière organique est plutôt en train de diminuer qu'augmenter, accompagné d'une activité biologique à la baisse. Qui fait le tampon à chaque fois? La plante. Et plus la plante va devoir faire le tampon, moins elle produit et plus elle est fragile. Et forcément que cette notion d'oxydation, alors souvent il nous est posé la question, bah alors faut plus labourer les sols. Alors attendez, on n'en est pas rendu là. Un sol, c'est comme un jardin, ça se travaille tel qu'il permet d'être travaillé en fonction de la texture, de sa richesse en matière organique, des contraintes, si on est sur de la polyculture, élevage ou de la grande culture. Ce que je vous demande juste de retenir, c'est que dès qu'on se met à travailler un sol, on fait rentrer de l'air dans ce sol, alors c'est bien, ça libère des éléments minéraux, mais ça accélère l'oxydation des plantes. Les activateurs de sol, et notamment tels qu'on les conçoit chez Vertal, leur premier rôle, ça va être déjà de venir compenser eh bien, cette oxydation liée au travail du sol. Et vous allez me dire pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans un sol, dès que le potentiel redox fluctue, et vous avez l'exemple pour le manganèse ici, dès que je suis à un pH pourtant optimal entre 6,5 et 7, je suis sous des formes Mn2+, tant que je reste à un potentiel redox inférieur à 500 millivolts. Dès que je passe au-dessus, il passe sous une forme MnO2. Alors, ça peut vous paraître du chinois pour ça. Ce que je vous demande de retenir, c'est que quand ça passe sous des formes MnO2, Mn2O3, MnO3O4, et ainsi de suite, la racine de la plante n'est plus capable d'assimiler, et pourtant l'élément, il est présent dans le sol. Et ça, ces diagrammes-là, ils existent pour tous les éléments minéraux, oligo-éléments compris. Ça s'appelle les diagrammes de Pourbet. Trouver ça sur Internet, c'est fait par des chimistes et des physiciens bien plus compétents que moi. Mais sauf que ce que vous allez voir, c'est que les deux axes qui constituent ce diagramme-là, il y a un axe pH et il y a un axe potentiel redox. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau du sol. Et la dernière chose, c'est que c'est bien que l'élément soit disponible, mais s'il est disponible, c'est bien. S'il n'est pas accessible, c'est beaucoup moins bien. C'est comme si vous allez à la fête du village, ils ont bien pensé l'organisation, ils ont mis 2 buvettes, sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas accéder au bar. Bah, c'est bien, il y a de la bière qui est disponible, mais elle n'est pas accessible. Eh bien, dans un sol, c'est exactement pareil. L'élément, il peut être dispo, sauf que vous le savez, si je prends par exemple l'élément tel que l'azote, le soufre, ce sont des éléments très mobiles dans le sol, comparativement à des éléments beaucoup moins mobiles tels que le phosphore, le zinc, le manganèse, comme par hasard, ou le cuivre. Ce qui fait que si la racine n'est pas capable d'être au plus proche de ces éléments-là, ben, l'élément il est dispo, mais pas accessible. Donc, si vous voulez augmenter la disponibilité des éléments, la notion de redox va être importante, mais la notion de porosité des sols va être tout aussi importante. Et s'il y a un facteur limitant numéro 1 aujourd'hui en France, c'est le manque de porosité des sols, autrement dit, trop de compaction.
Et ce n'est pas que par le trafic des engins sur la parcelle, cette notion de compaction naturelle, malheureusement accélérée par le manque d'activité biologique et de matière organique. Donc, voilà un petit peu la slide de synthèse que je vous demanderais de retenir, c'est qu'aujourd'hui, oui, je peux comprendre que vous soyez dans une situation de questionnement, d'interrogation, vous disant, mais comment va-t-on couvrir, satisfaire les besoins des plantes en éléments minéraux? Pas de panique. La première chose déjà, c'est de se dire, mais l'élément, il est présent ou pas présent dans mon sol? S'il est présent, on se détend. Deuxième chose, c'est de dire, s'il est présent, maintenant, j'ai juste un impératif, c'est de le rendre disponible. La notion de pH, vous me le gardez, mais vous lui collez à cette notion de pH la notion de potentiel redox, qui est cette notion d'antioxydant dans les sols. Ça, il y a des solutions possibles et facilement utilisables pour ça. Tout en regardant cette notion d'équilibre des éléments minéraux. Mais là-dessus, faites-nous confiance, on va vous en parler. Et la dernière chose, c'est cette notion d'accessibilité des racines aux éléments minéraux. Il faut de la porosité. Il faut que vos sols soient de plus en plus à ressembler à de la semoule et non pas à des briques. Pour ça, vous pouvez compter sur l'activité microbienne, les exudats racinaires et la matière organique. Alors, beaucoup nous disent « Ah ouais, mais ça, on entend beaucoup parler, beaucoup nous le disent. » Heureusement que beaucoup vous le disent, parce que clairement, ça constitue des solutions sérieuses pour maintenir la productivité, la rentabilité de vos structures agricoles pour demain. Alors forcément que c'est bien d'exposer ça. Il n'y a rien de nouveau dans ce que j'ai dit, juste cette notion de vouloir ressortir des choses qui étaient peut-être un petit peu au fond du placard, de les remettre sur la table et de se dire, bah, au final, on a des choses à faire. Oui. La notion de matière organique est indispensable. On va avoir cette notion de restitution qu'il va falloir qu'on accentue, mais à condition que le sol soit capable de digérer tout ça. Si c'est pour restituer et d'avoir des résidus qui sont présents pendant 5 à 10 ans, ça ne va pas avancer beaucoup le chemin. D'où la notion d'activateur de sol, où ces activateurs de sol, ils sont là pour répondre notamment à cette notion de libérer les éléments minéraux présents et cette notion de porosité. C'est ce à quoi sert le Vertalsol. Alors, je vais parler du Vertalsol, mais notamment pour ceux qui nous connaissent et ceux qui apprennent à nous connaître aujourd'hui, on n'a pas un produit pour toute la France, on a une gamme de produits activateurs de sol pour tenir compte des spécificités un petit peu de chacun, et notamment liées à la roche-mère et des systèmes d'exploitation que vous pouvez avoir. Maintenant, la base commune, c'est ce noyau avec le Vertalsol qui en est très fortement pourvu, constitué de mélasse de canne à sucre. Il y a un moment où, s'il y a des sportifs parmi nous, quand on a un coup de fringale et qu'on est sur le vélo, on prend un peu de sucre et ça nous requinque tout de suite. Dans un sol, c'est exactement pareil. Vous avez une vie microbienne un peu ralentie. Les sucres contenus dans la mélasse de canne à sucre permettent de doper ça de façon relativement rapide. Et c'est bourré d'antioxydants. On utilise également des extraits de plantes, de la bardane, de la stringale. Pour ceux que ça intéresse, allez sur Internet ou revenez vers nous. Et des biblios, l'avantage des 5 dernières années, c'est qu'elle est de plus en plus importante, faite par des scientifiques sérieux qui ont pu et justement évaluer l'importance et l'incidence de ces extraits de plantes sur la vie du sol, avec une action bénéfique sur une biomasse microbienne de plus en plus nombreuse, un nombre de salariés de plus en plus grand, de plus en plus actif, et qui permet d'augmenter la disponibilité des éléments minéraux. Et un bioferment, du jus de lombricompost, le tout bien assemblé, bien travaillé, avec un vrai savoir-faire clairement bien spécifique à Vertal autour de la bioactivation, qui nous permet d'obtenir un produit de présentation liquide applicable au pulvé à raison de 3 litres hectares, ce qui permet d'avoir un produit positionné facilement, précisément, parce que les pulvés permettent quand même d'avoir un positionnement relativement précis, efficace, sans travail supplémentaire, puisqu'il pourra être associé avec des désherbants post-semis prélevés. Avec 2 actions majeures, vous le voyez ici avec la bulle représentant des éléments minéraux avec comme s'ils étaient cadenassés, eh bien de libérer ces éléments présents. Je le rappelle encore une fois, nous ne créons pas des éléments, nous libérons les éléments présents. Reste après la deuxième étape d'entretenir le frigo et de remettre de la porosité dans les sols. Ça tombe bien, Bernard notamment nous en fera part sur cette évolution de la décomposition des résidus de culture, sur cette notion de disponibilité d'éléments minéraux et de porosité. En termes de positionnement, 3 litres hectares sur des sols à moins de
35% d'argile. Pour ceux qui ont des terres plus lourdes, à plus de 35% d'argile, on vous invite sérieusement à passer de 3 litres à 5 litres hectares pour bien clairement avoir une stimulation plus forte. Le produit est prêt à l'emploi, il n'y a pas de préparation spécifique à faire. Dépourvu de micro-organismes, et ça c'est une volonté. Clairement, on n'est pas là pour apporter des micro-organismes pris d'un endroit et de les amener chez vous. On veut booster les ouvriers présents chez vous. S'ils sont chez vous, c'est qu'ils sont adaptés à votre terroir. Et c'est eux que nous souhaitons voir se multiplier et travailler intensément. Et avec cette notion de compatibilité, avec notamment les désherbants, qui vont permettre, notamment, là où le temps est compté et le carburant de plus en plus cher, la notion de rationalisation de passage est également importante. Et Bernard nous en reparlera également, mais 2 conditionnements, bidon de 10 litres ou fût de 200. Le bidon de 10 litres, il est très intéressant pour commencer sur des surfaces plus réduites dans un premier temps, sur des parcelles où on ne sait plus trop quoi faire. C'est sur ces parcelles-là que je vous invite à démarrer. Et une fois que vous aurez vu, parce qu'on est tous pareils, il faut voir pour croire, après, on peut passer sur des fûts de 200 litres qui permettent un débit de chantier plus important et puis un prix au litre plus avantageux. Ce que vous devez voir, et si vous ne le voyez pas, vous nous appelez, vous vous rapprochez de votre technicien, c'est ce que vous devez voir, cette augmentation de porosité du sol. Et pour l'avoir refait cette année, pour ceux qui nous suivent sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir des slips avec et sans Vertal. Oui, c'est marrant, oui, c'est pour le fun. Et à un moment donné, ces slips, s'ils sont plus dégradés, c'est qu'il y a une vie microbienne plus intense. C'est ce que vous voyez avec des tests bêches également. Et ces résidus de culture qui sont plus rapidement et fortement dégradés. Oui, parce que vouloir faire monter la matière organique, il faut que les résidus de culture se décomposent. Si on veut réduire aussi progressivement l'usage de fongicides, le foyer infectieux, c'est vos résidus de culture. Donc, plus ils se décomposent vite, plus le foyer infectieux diminue. Alors, sur sol limoneux, ça marche. Sur sol argileux, ça marche aussi. Là, l'exemple d'un exemple sud-Vendée, sol marais vendéen, très argileux, ça fonctionne également. Et la dernière chose, c'est notamment qui dit plus de porosité, dit un développement racinaire plus important. Et là où il y a une semaine, on se disait « Oh là 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 là, l'été n'est pas passé et on n'a pas eu beaucoup d'eau ». Si vous voulez aujourd'hui, je ne dis pas que mettant du Vertalsol, c'est de l'eau. Non, mais par contre, il va falloir aider à mieux stocker l'eau quand elle vient pendant l'hiver et surtout permettre un meilleur enracinement de nos cultures pour qu'elles soient plus capables d'aller efficacement chercher les éléments minéraux et l'eau. Et forcément des choses que l'on a déjà fait avec des sondes, avec et sans Vertalsol, toujours pareil, pendant la période hivernale, cette meilleure infiltration d'eau pendant l'hiver, quand l'eau est présente en grande quantité, il faut savoir la fixer judicieusement, la stocker efficacement, et derrière, une fois que la végétation repart, on voit les courbes s'inverser avec Vertalsol qui repasse au-dessus du témoin, avec des deltas allant de 30 à 40 mm en fonction des textures et des teneurs en matière organique. On a mené ces travaux-là pendant quasiment 5 à 6 ans et tous les ans, quelle que soit la roche-mère, quel que soit le type de sol et la culture, à chaque fois, nous observons. Et en termes d'efficacité, alors surtout, je ne vous vends pas ça pour des valeurs absolues, je vous dis jouez. Je vais vous inviter à faire une chose. Surtout quand vous allez démarrer le Vertalsol ou ses dérivés en fonction de vos besoins, laissez-nous des bandes témoins, des bandes 100 pour aller regarder le comportement de la culture, la porosité, les décompositions de résidus de culture, jusqu'à la productivité et à la qualité finale. Parce qu'il y a un moment, oui, techniquement, il faut que ça fonctionne, mais il faut aller jusqu'à l'économique. Et je ne suis pas en train de vous dire c'est plus de 6 à 8% d'écart. Je suis juste en train de vous dire donnez-vous les moyens de pouvoir chiffrer avec et sans. Et ça, c'est vrai sur céréales à paille, c'est vrai sur maïs, c'est vrai sur colza. Jouez, jouez, jouez. Ça fait plus de 15 ans qu'on joue là-dessus. Et je vous rassure sur une chose, ça fonctionne. Donc, si nous avons été en mesure de le prouver et en accompagnant de façon régulière les clients qui nous ont fait confiance, vous êtes capable de le faire. Et pour ceux que ça intéresse, allez jusqu'à l'analyse de sol. Il n'y a aucun problème. Je sais que c'est un point important pour pouvoir vous rassurer sur le fait qu'on n'épuise pas les réserves du sol. Ça, c'est fondamental. Faites-le. Maintenant, attendez 2 à 3 ans avant de revenir avec des analyses de contrôle. Et faites-le. Et forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, en France, il y a X roches-mères. Donc, il y a X types de sol. Et
prétendre qu'avec le Vertalsol, on va gérer tous les sols de France, ça serait un peu prétentieux. D'où le fait qu'en fonction des ratios, CAO, MGO et MGO K2O, eh bien, quand ces ratios-là ne sont pas optimum, eh bien, c'est là où on va pouvoir avoir des formes non plus liquides mais compactées, telles que le Vertalsol CAO, qui est le Vertalsol plus un support avec des sources donc riches en calcium, ou magnésium avec du sulfate de magnésium, répondre aux besoins de chacun. C'est fondamental. Et le dernier petit nouveau, notamment pour ceux qui veulent un peu impatients, qui disent oui, mais les activateurs de sol, ça met toujours très longtemps pour montrer ses effets. Pour ceux qui sont impatients, qui veulent voir vite ou qui ont des problématiques insectes relativement importantes sur des colzas notamment, des problématiques insectes assez fortes, notamment sur des tournesols. L'intérêt du Vertalsol Nutriactive, eh bien, il est enrichi en saumure magnésienne, donc du magnésium directement assimilable par voie racinaire, et qui va vous permettre très rapidement, quand vous aurez laissé une bande témoin, eh bien, de voir rapidement, visuellement, sur les feuilles, les tiges, eh bien, une différence encore un peu plus marquée qu'avec le Vertalsol, liée à cet apport de magnésium. Voilà. Donc, chacun, en fonction des besoins et puis des spécificités de son système, a possibilité de trouver des solutions prêtes à l'emploi, adaptées à ses besoins, mais avec toujours cette exigence d'efficacité et de rentabilité. On ne pourra pas en faire l'exception. Et la dernière chose que je voulais vous dire avant de m'arrêter, et je vais insister parce que c'est fondamental, pour ma part, ça fait 13 ans que je suis chez Vertal, et la notion de biostimulant, d'activateur de sol, on a longtemps appelé ça de la poudre de perlimpinpin. Je veux casser ça auprès de vous, sauf que j'ai besoin de vous pour le faire avec des bandes témoins. Si vous ne le faites pas, on va se retrouver dans une situation où vous allez me dire oui, mais par rapport à l'année dernière, oh, c'est pas pire, oh, c'est pas mieux, oh, je sais pas trop véritablement. C'est pour ça que laisser cette bande témoin dans une zone homogène, bien sûr, va vous faire gagner énormément de temps parce qu'aujourd'hui, il y a une chose est sûre, c'est qu'on n'a plus le temps d'attendre. Les solutions, aujourd'hui, il faut qu'on les trouve. Par contre, forcément, bah, vous allez devoir tester certaines choses. Certaines choses vont être hyper probantes et vous allez les conserver. Vous allez y greffer d'autres pratiques. Et ça, on va en avoir également le témoignage juste après. Ce n'est pas Vertalsol tout seul, c'est Vertalsol tel qu'on aurait une chaîne de maillons, bah, constitue un maillon de la chaîne. Et dès que l'on y met d'autres maillons ou pratiques complémentaires bénéfiques, je vous garantis une chose, c'est que ça permet d'améliorer durablement la situation, tant sur l'aspect productivité et rentabilité. Et puis après, pour le folklore, oui, on peut aller sur des tests un petit peu plus particuliers, parce qu'on a le droit de faire sérieusement les choses sans se prendre au sérieux, avec des tests notamment tels que les slips, les carrés de coton, les tests à l'eau oxygénée, et ainsi de suite. Chacun son test, ce que vous préférez, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'on puisse comparer. Et on va tous gagner du temps, et surtout la capacité à vous prouver que eh bien, rien de tel qu'un bon suivi. Sans suivi, malheureusement, on n'avance pas. La volonté de Vertal, c'est de proposer des solutions efficaces, prêtes à l'emploi, et avec un suivi de qualité derrière. Et c'est d'où l'intérêt du réseau d'animateurs qui a été mis en place, relayé par les techniciens de distribution, qui sont vos interlocuteurs quotidiens. Voilà pour ça. Et qu'on ne me dise pas que mesurer des rendements, c'est pas possible, on le fait nous-mêmes. Alors évidemment, pas dans toutes les parcelles, mais quand on a mis en place les choses, pour ceux qui ont les rendements instantanés, c'est super facile à faire. Et pour ceux qui n'en ont pas, vous venez à la méthode comme nous le faisons aujourd'hui, des big bags, un peson. On prend ça dans une parcelle référente et puis déjà, ça permet d'objectiver les choses. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, hâte de passer aux questions. Et avant ça, nous allons vous faire part notamment d'un premier témoignage enregistré. Et ensuite, place à Bernard, accompagné d'Yvan et Hubert, pour vous répondre à toutes les questions. Hop. Au niveau des cultures, des prélèvements de sol un peu plus réguliers. Suite aux carences qu'on constatait, on a commencé avec des applications de Vertal Sol MGO à 38 hectares. Donc on a fait ça 3 ans de suite.
et avec des résultats vraiment concluants, tout en associant le sous-solage, la technique vertueuse, le binage. Je pense qu'il y a une meilleure rétention de l'eau. Là, pareil, au niveau des dégradations de résidus, il y a une meilleure dégradation, ouais. Sachant qu'on a, bon, on essaye aussi d'associer vraiment des applications de matière organique, un peu d'azote pour accélérer vraiment cette dégradation. Au niveau micro-organismes, on voit bien quand on travaille le sol qu'il y a des vers de terre. Le Vertal Grande Culture, c'est un produit qui nous convenait. C'est bon, Mathieu? Oui. Attends, faut que je te... Voilà. Merci pour ce témoignage. Ok. Alors, je ne sais pas si tu as coupé ton micro, mais il va falloir couper ton micro, sinon il y a un petit peu d'écho. Donc, Bernard avec nous, je te laisse te présenter ton exploitation. Bonjour à tous, je suis agriculteur, disons bien sûr en Vendée, à peu près à mi-chemin entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne sur une exploitation de polyculture élevage. Hein. Ça s'appelle maintenant les Achards, commune regroupée, un peu plus de 200 hectares, un troupeau allaitant. Et donc, je travaille avec Vertal maintenant depuis une quinzaine d'années, hein, avec le Vertal Sol. Ça a été notre première utilisation de produits Vertal. Et ensuite, il a fallu, disons, se rassurer et se prouver qu'il y avait un réel effet. Donc, on a travaillé avec Hubert en faisant des coupes de sol, avec des témoignages. Et là, on a vraiment pu voir, disons, comment se comportait le sol et les différences entre parcelles. Disons qu'avec une granulosité qui était différente, une présence de verre importante, une porosité de sol qui était vraiment extrême et qui permettait aux plantes d'avoir une véritable implantation et d'avoir un effet bénéfique, surtout au printemps, où le démarrage, disons, des plantes est beaucoup plus rapide, avec une circulation d'air qui est meilleure, un réchauffement du sol plus précoce au printemps, donc des cultures qui démarrent mieux, qui supportent mieux ensuite les stress, puisque une culture en bonne santé supportera beaucoup mieux les divers stress liés au climat, bien sûr, à la température, on y est tous liés à ça, ou éventuellement au manque d'eau, puisque un sol qui est poreux et qui a, disons, une matière organique, Mathieu l'a résumé tout à l'heure, qui va se dégrader mieux, puisque plus de porosité, plus de micro-organismes, plus de vers de terre, tout le monde bosse. À partir du moment où ça bosse, eh bien, la matière organique se dégrade rapidement, rend les éléments disponibles pour la plante, donc booste tout ce développement. Et au bout de 4 ou 5 ans d'utilisation, nous avons vraiment mesuré des effets incroyables qu'on n'aurait même pas imaginé au départ, puisque quand on a commencé le produit, c'était sur de petites surfaces avec, disons, on dira une certaine appréhension en disant c'est pas le produit à la mode, c'est pas de l'azote, on voit rien, on sait pas ce qui se passe. Et très vite, au bout de 1 an, 2 ans, on a commencé à voir des effets. Oui, ça a été plus rapide qu'on le pensait. Et on a très vite vu l'utilité d'utiliser ces produits-là. D'accord. Sur quel type de culture? Type de culture, alors, comme je l'ai dit, on a polyculture élevage. Donc, nous, on a fait sur tout type de culture. On l'a fait sur riz, sur blé, sur maïs, sur colza, puisque c'est une exploitation qui tourne en rotation. Donc, on l'applique tous les ans. Okay. Donc, depuis maintenant 15 ans sur les premières parcelles. À quelle période de l'année tu l'appliques? On l'applique toujours en période de printemps. Mais il y a 2 périodes qui peuvent être pour une application optimale. C'est fin d'été ou alors au printemps. Mais attention aux périodes quand le sol est hydromorphe ou quand le sol, disons, est sec. Il faut éviter ces périodes-là puisqu'il y a toujours une perte. D'accord. OK. Voilà. D'autres observations sur le D'autres observations, disons, non, pas d'autres observations. Notre sol travaille mieux, nos plantes se portent bien. Elles sont moins sensibles aussi à toutes les agressions extérieures, champignons, etc. Parce que automatiquement, elles sont en meilleure santé. Puisque quand une plante se porte bien, elle a un système de défense immunitaire qui est meilleur, lié à ce que nous a dit Mathieu tout à l'heure, à une photosynthèse
qui est plus complète et qui automatiquement va lui permettre d'avoir des feuilles qui vont être très vertes, qui vont être très vivaces et qui vont être résistantes aux agressions, même des insectes, parfois d'insectes extérieurs. On le voit bien sur les blés, on le voit aussi sur les colzas. D'accord, très bien. Merci Bernard pour ce témoignage. Rien de plus. Merci. Oui, on va passer aux questions, Mathieu. Est-ce que Mathieu, tu veux nous rejoindre, s'il te plaît? Parce qu'on a des questions sur le chat. Mathieu, je te la pose en attendant que tu arrives. Attends, Bernard, tu vas essayer de te resserrer. Mathieu, tu vas te coller à moi. Mathieu, j'ai une question sur la qualité de l'eau et plus globalement sur les bonnes pratiques de pulvérisation. Ok. Sur les bonnes pratiques de pulvérisation, donc forcément qui dit application du Vertalsol dit tout ce que c'est comme si vous mettez la même exigence que si vous faisiez un désherbage ou un fongicide. L'objectif, c'est d'avoir un nombre d'impact maxi, donc en fonction de votre vitesse d'avancement et réglage de votre pulvé, nombre d'impact maxi, taille de goutte homogène, et surtout basse pression. C'est fondamental. Qui dit antioxydant et haute pression, c'est juste pas possible. Donc moins de 2 bars. Et ensuite, sur la qualité de l'eau, clairement, on devrait en parler bien plus que ça, mais une eau non dure. Si vous êtes dans le cas d'une eau avec une dureté supérieure à 18, voire 20 degrés TH, c'est clairement des moyens de correction de dureté qui, en fonction de votre secteur, peut aller du sulfate de magnésium au sulfate d'ammoniac ou autre. Mais clairement, il faut corriger cette dureté de l'eau. Vous aurez toutes les pratiques permettant d'optimiser cette efficacité d'application. Ok, merci Mathieu. J'avais une autre question sur le Vertalsol sur maïs. Est-ce qu'il est encore possible de le positionner en rattrapage, notamment avec un désherbant? Alors, oui et non. C'est-à-dire que compatible avec les désherbants, oui. Maintenant, ça reste un produit où son efficacité, elle est au niveau du sol. Donc, si aujourd'hui, je suis sur des maïs qui sont à 2-3 feuilles vraies et que clairement, j'ai un accès très facile au sol, oui. Si par contre, j'arrive à un niveau de couverture qui fait que je suis limite couvert fermé, là, clairement, non. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux préconiser si le stade est plus avancé? Et bien après, par contre, en attendant de pouvoir rappliquer en fait à l'automne, par exemple, le Vertalsol, c'est tout l'intérêt de pouvoir plutôt s'orienter vers le Vertal grande culture à 1 litre hectare sur maïs qui va déjà permettre d'intensifier la photosynthèse, comme on l'a vu tout à l'heure, plus d'exudat racinaire pour déjà commencer le travail. D'accord, merci. J'avais aussi une question sur l'activateur de sol. Est-ce qu'il y a une incidence sur l'équilibrage des éléments du sol? Je pense que tu en as parlé. Alors, il va avoir une incidence, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Vertalsol ne crée pas des éléments. Par contre, il augmente la disponibilité des éléments. Donc, demain, vous faites des analyses de sol, vous avez fait des analyses de sol, et votre équilibre, en fait, n'est pas forcément optimal calcium-magnésium ou magnésie-potasse. Par contre, en fraction totale, globalement, il y a largement ce qu'il faut. Oui, ne soyez pas surpris à la prochaine analyse que vous allez faire de voir bizarrement un pH de sol qui remonte, notamment pour ceux qui sont plutôt dans des tendances un peu acides, avoir des pH de sol qui remontent, tout simplement parce que plus vous allez remettre de la porosité, plus vous allez avoir des résidus qui se décomposent vite, donc de la matière organique, plus ce volet-là augmente. Et cette capacité en fait de fixation d'éléments qui fait que quand on fait l'analyse de sol, bizarrement la CEC augmente et avec un remplissage de cette CEC optimal. Voilà. Hormis dans des zones vraiment extrêmes en termes de déséquilibre, oui, c'est ce que vous allez voir. Merci Mathieu. Je vois une question également sur notre différenciation par rapport aux autres produits qu'on peut trouver sur le marché. Les produits Vertal, qu'est-ce qu'ils ont en plus? Qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qui nous démarque des autres produits? Ce qui nous démarque aujourd'hui, c'est déjà, on est sur des produits, alors certes, prêts à l'emploi, il en existe d'autres, 100 micro-organismes. Et si vous regardez l'offre aujourd'hui sur la partie activateur de sol, vous allez retrouver énormément de produits avec des bactéries, des champignons, les deux, et ainsi de suite. Oui, je sais que ça fonctionne. Maintenant, il y a juste un point, c'est que prendre un micro-organisme et le ramener dans vos sols, est-ce qu'il est adapté? Je ne sais pas. Et s'il n'est pas adapté, il va chercher soit à mourir, soit à s'adapter. Et en quoi, je ne sais pas. Et la troisième chose, c'est avec une spécificité basée sur ce couple, notamment pH redox et notamment des antioxydants fondamentaux pour augmenter la fertilité biologique des sols. On sait faire, ça fait plus de 15 ans qu'on le fait et on a pu en vérifier
Là, est-ce que vous m'entendez? Merci de... Oui, ça a l'air d'être bon. Oui, nickel. Ok, super. Problème de connexion Internet. On retrouve Mathieu par ici. Et donc, la question que j'étais en train de te poser, Mathieu, c'était est-ce que tu peux rappeler les posologies du Vertalsol et du Vertalsol Nutriactive? Alors, le Vertalsol se positionne 3 litres hectares pour tout sol inférieur à 35% d'argile. Si vous êtes au-dessus, vous passez à 5 litres hectares. Pour le Vertalsol Nutriactive, qui contient le noyau du Vertalsol plus une saumure magnésienne, vous allez passer donc à 30 litres hectares, quel que soit le type de sol. Ok, très bien. Est-ce que tu as une question à poser à Bernard sur son exploitation et sur sa conduite que tu connais? J'en aurais une que Hubert, donc j'en ai notamment une, Bernard, excuse-moi, sur la partie raisonnement de tout ce qui est chaulage depuis que tu utilises le Vertalsol. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites plus? Comment vous l'appréhendez? Disons qu'on nous a dit au départ, il y a 15 ans, je vous le rappelle, on nous a dit si tu utilises le Vertalsol, tu n'utilises plus de chaux. Donc, plus d'apport de chaux. Nos sols étaient déjà pas trop mal pourvus, avec des pH à 6, 6,2. Et donc, on a décidé de suivre les prescriptions, avec un petit peu de réticence au départ, en se disant, si on met pas de chaux, on va forcément voir les pH se casser la gueule. Sauf qu'après analyse, 5 ans après, on refait des analyses avec Hubert et il me dit, tu peux être sûr qu'on ne va pas être surpris que le pH va s'être maintenu. Il a fait beaucoup plus que ça. Et on avait pris 1,2 points. C'est-à-dire qu'on était passé avec une moyenne de pH à 7, de 7 à 7,2, en partant de pH qui était à 6, 6,1, disons 5 ans plus tôt. Donc, pas d'utilisation de chaux, une augmentation du pH, une augmentation aussi, de la légèreté du sol. Quand on le travaillait simplement, en travaillant le sol, on s'apercevait qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose de vivant, puisque le sol était dans un état toujours presque impeccable. Et avec des mottes, mais qui n'étaient pas dures, qui étaient toutes percées, pleines de trous. Les vers avaient travaillé pour nous. Et très peu de matière organique qui n'était pas dégradée. Donc, ce qui explique aussi que ce pH a pu facilement se maintenir, puisque les apports qu'on avait faits en matière organique, eux, ils avaient été utilisés. Et cette matière organique, bien sûr, elle contenait de la chaux, elle contenait du phosphore, de la potasse, etc. Et donc, tous ces éléments-là ont pu être mis à disposition des plantes, mais grâce au Vertalsol. Et puis, le fait de faire l'impasse sur la chaux, ça a régulé les coûts, puisqu'au départ, on va aller jusqu'au bout. Moi, je suis un matérialiste. On nous avait dit, oui, mais le Vertalsol, tu rends compte le prix que ça coûte. Oui, mais on s'est aperçu que 5 ans après, ça ne coûtait rien finalement, parce que ça nous avait apporté plus que ce qu'on avait investi. Mais c'est quand même un investissement. Mais moi, je vous encourage, si vous devez demain vous poser la bonne question, commencez-en l'utilisation. Pas forcément sur toute votre exploitation. Si vous avez 200 hectares, 300 hectares, du jour au lendemain, faire le pas de passer tout en Vertalsol, ce serait une bêtise et vous ne réussiriez pas à vous en convaincre. Mais commencez sur des petites surfaces et regardez le résultat. Et Mathieu l'a dit tout à l'heure, quelque chose que j'ai fait chez moi et qu'il faut faire, faites des bancs de témoins. Et là, vous serez très rapidement convaincu. Au bout de 2-3 années d'utilisation, vous augmenterez progressivement la surface que vous mettrez avec du Vertal et vous verrez, les résultats seront concluants. Ok. Super. Merci Hubert. Bernard. Hubert. J'ai vu une question passer. Est-ce que le Vertalsol est utilisable en bio? Le Vertalsol est utilisable en bio. Oui. D'accord. Exactement. Okay. Et j'ai eu une question, je n'ai pas vu si la réponse a été donnée dans le chat, sur l'ordre d'incorporation du Vertalsol dans le pulvé. Dans le pulvé, en 1, vous mettez l'eau. 2, s'il y a besoin de corriger la dureté de l'eau, c'est ce que vous faites en 2. Et en 3, vous mettez le Vertalsol ou Vertalsol Nutriactive. Ok, merci. Alors, il y a une question suite à l'intervention de Bernard. Alors, quelle dose d'hectare tu as Moi, j'ai utilisé le Vertalsol en big bag. Il faut savoir, Vertalsol avec une base fiente de volaille. Et donc, on utilisait ça en première année, produit d'attaque à 200 kg, et les années suivantes, 100 kg hectare.
pourquoi on a augmenté progressivement la surface? Parce qu'au départ, on s'était mis un budget. Ça paraît idiot, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et la première année, avec 200 kilo-hectares, on a fait, on va dire, allez, on prend 3 tonnes, on a fait 15 hectares. Mais l'année suivante, on a pu passer à 20, puisqu'il y en avait 5 à 200 et le reste à 100 kilos. Et l'année suivante à 25 et l'année d'après à 30. Et progressivement, on a été séduit par le résultat et donc on a investi dans une grande surface. Voilà. Ok, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Si jamais il reste des questions en suspens, bien sûr, on y reprendra par mail. Il est 15 heures, on va clôturer. Je remercie tous les participants de votre connexion et de votre participation active. Je remercie Bernard d'avoir participé, d'avoir fait un super témoignage d'après ce que je lis. Mathieu, merci également de ton intervention. Nos animateurs commerciaux prendront contact avec vous pour organiser soit un rendez-vous, soit une réunion bout de champ ou une animation pour aller un peu plus loin dans la démarche si vous le souhaitez. Et puis, on se retrouvera bientôt, j'ai pas de doute, pour un prochain webinaire sur une thématique à trouver. C'est On passionnant. manque pas d'idées. Exactement. Je vous dis à bientôt et bonne continuation. Au revoir. Merci. À tous. Au revoir.